Donc bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence sur un des profils amoureux de la série des 5 profils amoureux que je présente. Donc on en avait déjà vu 2 dernièrement, un qui s'appelle les frileux de l'amour. Le deuxième, c'était ceux qui aiment trop, les altruistes, les chaleureux de l'amour. Et le 3e profil amoureux que je présente ce soir s'appelle les clivés de l'amour, ou encore les scindés de l'amour. Voilà, donc c'est un profil particulier que je vais vous présenter en plusieurs temps. Premier temps, je vais dresser le portrait clinique, entre guillemets, de cette personnalité, puisque c'est un profil de personnalité particulier. Ensuite, je vous décrirai aussi comment se fait-il que la personne en arrive à devenir un clivé de l'amour. Donc c'est quoi les blessures, comment ça s'origine, c'est pas une fatalité, ça tombe pas comme ça à l'âge adulte. C'est important que vous puissiez comprendre les mécanismes en jeu de ce qui se passe à l'intérieur de la personne, parce que tant qu'on ne comprend pas ça, on peut les blâmer, on peut être vraiment en souffrance quand on relationne avec quelqu'un comme ça, si on n'a pas les codes, et si on ne saisit pas bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne qui fait qu'elle se comporte ainsi, qu'elle pense ainsi et qu'elle sent ainsi. Voilà. Donc c'est important. Et puis la 3e partie de mon exposé sera autour des pistes. Comment, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, il se peut que vous puissiez vous dire « Ah tiens, mais au fait c'est moi ça ». Enfin ça a des traits qui me ressemblent. Donc si vous êtes dans ce profil et que vous reconnaissez la souffrance qui est attribuée, à ce moment-là, je donnerai des pistes pour se gérer soi-même. Et puis, je donnerai aussi des pistes pour gérer un partenaire. Si vous êtes avec un conjoint, un compagnon qui déploie ce type de personnalité, je donnerai quelques pistes pour pouvoir mieux gérer, mieux faire face, moins souffrir, l'apprivoiser, etc. Voilà. Alors, ces clivés de l'amour, qui sont-ils ? Les clivés de l'amour. Donc, cliver, on va donc ici parler de la notion du clivage. Ce sont des personnes qui sont coupées. Coupées, sexe-cœur ici. On est dans une problématique autour de la capacité d'aimer et d'être aimé. Donc, ce sont des personnes qui, soit elles se coupent en elles-mêmes, c'est-à-dire soit elles vont offrir dans la relation amoureuse ou leur cœur, leur tendresse, leur attention, leur chaleur, leur amour, ou leur sexe, c'est-à-dire tout ce qui est concernant l'énergie sexuelle, etc. Mais pas les deux à la fois. C'est ou l'un ou l'autre. Et donc, évidemment, ici, la problématique, c'est que ça part d'un cœur meurtri, d'un cœur blessé qui ne peut pas offrir l'intégrité du cœur et du sexe à la fois. Voilà. Et vous comprenez que c'est extrêmement souffrant pour la personne parce qu'elle va avoir du mal à se maintenir dans une relation stable et durable. Et surtout, de donner tout d'elle, la totalité d'elle, toute son intimité. Elle ne pourra pas donner tout, elle va donner un bout d'elle. Et donc, quelque part, c'est souffrant parce qu'elle ne peut pas, elle peut jamais être complètement, pleinement présente, dans une vraie qualité de présence et dans la profondeur et dans l'authenticité d'elle-même en relation amoureuse. Elle peut juste donner en surface un bout, soit complètement le cœur et pas le sexe, soit complètement le sexe et pas le cœur. Donc c'est un profil mitigé, coupé on dit, clivé, en 2 parties. Et où je disais c'est à l'intérieur de soi que ça passe, ou ça peut être projeté à l'extérieur, c'est-à-dire je vais compartimenter, je vais prendre un partenaire qui est quelqu'un par exemple avec qui je peux faire du cœur, je peux faire une relation affective, amoureuse, stable, sécure, etc. Et à côté, par exemple, pour un homme, ma femme, elle est plutôt dans ce profil où je peux fonder une famille, où je peux m'appuyer sur elle, où je peux être attentionné, chaleureux et aimant, mais je ne vais pas lui offrir beaucoup de sexualité. Par contre, à côté, je vais avoir des maîtresses, par exemple, où je vais être plutôt dans la conquête sexuelle, mais je ne pourrais pas donner tout le reste que ce que je donne à ma femme. Alors ça peut être pour un homme et ça peut être aussi pour une femme, c'est la même chose, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, c'est pas sexué, il n'y a pas quelque chose il y a plus d'hommes qui sont clivés et plus de femmes, ça peut être des hommes et des femmes. Et d'ailleurs je déclinerai pour les hommes et pour les femmes, je développerai un peu plus comment les comportements se définissent. Voilà. Donc les clivés ne peuvent pas donner beaucoup d'authenticité d'eux-mêmes, ils donnent des bouts d'eux-mêmes.
Et eux-mêmes sont très en souffrance. On ne s'imagine pas, parce que de l'extérieur, on se dit, bah oui, c'est sympa pour eux, notamment pour ceux qui sont plus centrés sur la sexualité, qui sont plutôt des séducteurs, des Don Juan, ou des femmes comme ça, et qui ont du succès, et qui peuvent manipuler aussi quelque part. Donc on ne peut pas imaginer toute la souffrance qu'il y a chez cette personne qui, au fond, vit dans une telle angoisse de ne pas pouvoir être aimée et d'être rejetée, que du coup, elle est tellement meurtrie qu'elle se coupe d'une partie d'elle. Elle ne peut pas vivre profondément la relation entièrement, totalement, pleinement. Et c'est très souffrant et elle ne peut pas se maintenir longtemps non plus. Donc ça va donner des relations un peu chaotiques comme ça, un peu en surface, en passant d'une personne à une autre, d'une relation à une autre, ou en donnant qu'une partie de soi, mais jamais la totalité. Voilà. Je vais vous dresser le portrait clinique de ces clivés de l'amour. Donc comment on les reconnaît ? C'est important de pouvoir les identifier ou de s'identifier là-dedans. Et surtout, la première chose que je voudrais dire, c'est de ne pas juger. De ne pas se juger si on est dans ce profil, ou de ne pas juger ou accuser ou blâmer. Parce que vous verrez tout à l'heure, quand j'expliquerai les blessures qui ont trait qui originent ce diagnostic, c'est qu'elles ne font pas du tout exprès d'être là-dedans. Alors vraiment pas, et ça les arrange pas en fait, mais on peut imaginer que si, mais ça les arrange pas. Donc c'est important de ne pas juger, vraiment neutre, et de vraiment mieux comprendre les mécanismes en jeu qui se passent pour que la personne en arrive à être clivée comme ça. Donc il y a la notion du clivage. Alors le clivage, c'est quoi? Déjà, il faut que je vous explique ça, parce que c'est quand même le mécanisme majeur de ce portrait, de ce profil. C'est une séparation entre deux parties, une division entre deux parties du moi distinctes, qui coexistent en même temps, mais qui permettent de protéger de l'angoisse. Donc ça, c'était une définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Et ensuite, en psychanalyse, ils se sont beaucoup intéressés à la notion de clivage, justement pourquoi ça existe, comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui se scindent comme ça en deux pour se protéger. C'est un mécanisme de défense. Et donc le clivage, il y avait notamment Melanie Klein, qui était une psychanalyste contemporaine, qui avait expliqué à l'époque, qui est très connue, qui avait expliqué le clivage sous cette forme, mais elle parlait du sein. Et elle avait dit, voilà, soit il y a effectivement le bon sein, elle avait parlé comme ça, ou le mauvais sein pour le nourrisson. C'est-à-dire que l'enfant va percevoir si la mère est bonne ou mauvaise, si elle répond à ses besoins ou pas. Et donc il va projeter sur la mère, donc c'était très lié à la mère, quelque chose de où la mère elle est toute bonne ou elle est toute mauvaise. Ou elle répond à mes besoins, elle est toute bonne, ou elle est toute mauvaise. Voilà. Donc il y avait quelque chose de l'ordre ou, on va retrouver ça dans le clivage, soit, ou, pas et. Donc ça c'est la notion du clivage. Ensuite, bon, c'est un peu ancien, Melanie Klein, c'était intéressant parce qu'elle a commencé à démarrer là-dessus. Il y avait Freud avant qui avait démarré sur la notion de clivage et d'autres. Ça a été quand même repris dans les neurosciences au jour d'aujourd'hui qui ont avancé au niveau de leur recherche. On s'est aperçu en fait, ce qui se passe au niveau des problématiques de clivage, c'est qu'un enfant qui se développe dans un environnement qui est mauvais, entre guillemets mauvais, c'est-à-dire pas assez soutenant, pas assez sécurisant, encourageant, aimant, chaleureux, aimant, empathique, il ne peut pas se développer sereinement, correctement. Et c'est au niveau physiologique que ça se passe. Un tout petit qui n'a pas les soins nécessaires, au niveau de la physiologie, va déréguler son système nerveux et tous ses systèmes, pas que le système nerveux. Tous les systèmes vont être déréglés physiologiquement, donc c'est extrêmement douloureux d'un point de vue d'un tout petit. Il ne peut pas le gérer en fait. Oui, c'est automatique. Ça dérégule son système, tous ses systèmes, et comme c'est extrêmement inconfortable de l'intérieur, eh bien lui, son moi psychique n'est pas encore développé, n'est pas construit, il ne peut pas élaborer en disant bah oui, c'est à l'extérieur de moi, c'est mes parents ou les personnes qui s'occupent du moi qui dysfonctionnent. Lui, il va se dire c'est tellement inconfortable qu'il va devoir donner du sens et du contenu à ce qu'il vit dans la physiologie, et donc il va interpréter que lui est une mauvaise personne ou une bonne personne. Une mauvaise personne, si l'environnement ne répond pas à ses appels, à ses besoins, ou une bonne personne si d'un coup il obtient ce qu'il veut.
Hein. Donc tout simplement, ça se construit vraiment d'abord d'un niveau physiologique et après à un niveau psychologique, ces mécanismes-là. Donc c'est extrêmement archaïque et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le clivage, c'est vraiment, ce que je disais, un mécanisme pour gérer l'angoisse, parce que c'est trop insoutenable pour un enfant petit de pouvoir comprendre ce qui se passe et d'élaborer. Hein. Donc il ne peut pas. Et il va être obligé de se cliver hein, si l'environnement n'est pas à la hauteur de ses besoins. Voilà. Et donc ça va donner ensuite, et c'est intéressant de le voir, quelque chose qui a à voir avec l'impuissance et la toute-puissance. Voilà. L'impuissance et la toute-puissance. C'est-à-dire que l'enfant petit, là je vous explique déjà comment se fait-il qu'on devient un clivé de l'amour. Mais c'est important, je pense que vous le compreniez. Parce que tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme de clivage, on peut avoir tendance à prétendre que bah oui, bon, c'est quelqu'un qui nous fait souffrir, quoi. Hein, donc, voilà, éloignons-nous de ce type de profil, on va le rejeter, etc. Alors que quand vous avez compris ça, bah, c'est vraiment important parce que vous allez faire l'alliance avec ce genre de personnes et commencer à être empathique avec. Et notamment si vous êtes comme ça aussi. Donc, pour les clivés de l'amour, hein, soit ils basculent très vite d'ailleurs, ou dans l'impuissance ou dans la toute-puissance, parce que c'est le même axe, hein, avec cette histoire de bon ou mauvais objet. Alors, ou je suis une bonne personne, ou je suis une mauvaise personne. Et eux, la blessure, on le reverra, c'est d'avoir eu l'impression qu'ils n'étaient pas une bonne personne, qu'ils ne méritaient pas l'amour, et que pour mériter l'amour, il fallait réussir notamment. Il fallait répondre aux attentes des parents, et notamment être parfait, voilà, réussir. Ben c'est ça, il y avait quelque chose de l'ordre de je suis ce que je fais et je suis ce que je réussis. Et si je ne réussis pas, je suis un mauvais objet, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas une bonne personne. Voilà. Donc ça va donner, et ça c'est vrai que c'est très lié à l'enfance du tout petit du nourrisson, hein, qui projette son environnement à l'extérieur ou bon ou mauvais, et à l'intérieur on va faire pareil. Parce que c'est à l'extérieur de soi où je projette que les personnes en face de moi sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Elles peuvent m'aimer, elles ne peuvent pas m'aimer. Elles sont menaçantes pour moi ou elles sont au contraire accueillantes. Hein, donc très vite on va voir la bascule qui va se faire pour quelqu'un qui est clivé, en imaginant et en interprétant la réalité comme quoi la personne avec qui elle relationne, elle est menaçante, elle est dangereuse, donc il faut s'en éloigner, hein, il faut s'en méfier, ou alors c'est une bonne personne et je peux y aller. Mais il ne faut pas grand-chose pour qu'elle bascule dans l'impuissance et dans « cette personne est dangereuse, je me méfie ». Et donc je vais me retirer. Hein. Voilà, donc impuissance ou toute puissance qui va donner ces notions de bon ou mauvais objet. Et si je suis une bonne ou une mauvaise personne, soit je me sens impuissante, et parfois je vais basculer dans la notion de toute puissance. La toute puissance c'est pareil, hein. C'est grâce à moi que la personne va bien, ou c'est à cause de moi que la personne va mal, on est dans ces notions-là. Hein. Et donc ce profil-là, les clivés de l'amour, ils vont vite de là à là, ils basculent vite, très rapidement, bon, tout va bien, et puis dans 2 minutes, si la personne, il y a un stimulus là qui me fait comprendre que elle veut avoir une emprise sur moi, elle veut me contrôler, etc., hop, je vais me retirer. Je vais vite me ressentir dans l'impuissance. À cause d'elle, tout va mal, grâce à elle, tout va bien, enfin des choses comme ça. Hein. Donc ils vont avoir tendance à idéaliser, désidéaliser d'ailleurs. Hein. Vous mettre sur un piédestal, et puis après, vous allez redescendre au plus bas. Hein. Voilà. Donc ça c'est la notion du clivage que je voulais expliquer en introduction. Et après, alors le portrait robot, donc comme ils sont clivés sexe-cœur, donc vous avez 2 profils, 2 sous-profils, 2 sous-types hein, à l'intérieur des clivés de l'amour. Il y a un profil qu'on va appeler le profil romantique. Donc ça, c'est les romantiques, c'est ceux qui ne peuvent donner que leur cœur. Donc ceux-là, ils passent plutôt inaperçus, parce qu'ils, enfin inaperçus, je ne sais pas si c'est le mot, mais ils sont adaptés à la société en fait. Hein. Parce que dans beaucoup de couples, on voit que les premiers temps, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la sexualité qui marche bien. Puis très souvent, on entend d'ailleurs hein, dans le grand public, on entend oui, mais avec le temps, le désir s'émousse, et c'est normal, il y a de la lassitude. Et donc, on entend ces choses-là. Et donc, ça paraît normal que
au début c'est tout feu tout flamme, puis après il n'y a plus grand chose. Voilà, ça s'étiole au niveau de la sexualité. Donc pour le romantique qui ne donne que son cœur, au départ il peut y avoir de la sexualité intéressante, qui se passe bien, et puis voilà, au bout d'un certain temps, il va offrir que son cœur. Il va couper son sexe. C'est-à-dire qu'il ne va plus donner grand-chose au niveau de la sexualité. Soit il va prétexter que voilà, il a moins de désir, soit il va prétexter que il donne à la personne toute son attention, toute son affection, mais alors de quoi elle se plaint, puisque voilà, c'est un peu normal, quoi. Donc comme c'est une personnalité qui est rigide quand même, rigide dans le sens, elle est persuadée qu'elle a raison. C'est pas quelqu'un qui se remet en question, parce que c'est quelqu'un qui est identifié à « je dois être une bonne personne, je ne veux pas être une mauvaise personne puisque on m'a rejeté, donc je me rejette moi-même, et donc je veux absolument apparaître comme une bonne personne, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est une bonne personne. » Donc à ce titre-là, elle va argumenter et être convaincante. Si elle offre que son cœur et pas son sexe, elle va être vraiment convaincante en trouvant les bons arguments. Mais oui, mais bon, c'est de ta faute, t'as pas à te plaindre avec tout ce que je fais pour toi, je suis tellement présent. Donc c'est le romantique, donc homme ou femme, donc très présent dans la relation, très, très aux petits soins comme ça. Mais gentiment mais sûrement, la sexualité va se détériorer. Voilà. Et comme c'est normé et que ça passe bien, en général, les partenaires qui sont en relation avec ce profil-là, soit elles ne se plaignent pas, elles vont se dire oui, c'est peut-être normal, je vais accepter. Bon, on va faire bon an, mal an, voilà, on n'a pas le choix, donc, mais c'est vrai, après tout ce qu'il fait pour moi, il s'occupe des fois des enfants, de la famille, de la logistique, de plein de choses, donc je ne vais quand même pas insister et me plaindre sur l'affaire de la sexualité. Soit dans ce profil-là, les personnes peuvent être en colère, qu'ils ne manifestent pas plus de désir que ça. Ou ça peut être aussi la personne qui devient impuissante, le clivé peut devenir, le romantique peut devenir impuissant, ou manifeste pas de désir au sein du couple, mais par contre il peut, parce qu'il compartimente, il peut avoir des aventures, des petites conquêtes sexuelles à droite à gauche, ponctuelles, mais compartimentées, c'est-à-dire ça n'apparaît pas dans le couple. Voilà. C'est quelqu'un qui clive, qui sépare. Donc même celui qui est romantique et qui offre son cœur, il offre son cœur à la personne qui choisit de se maintenir en relation, mais ça ne l'empêche pas de temps en temps pour certains d'avoir des petites histoires à droite à gauche, où il offrira que de la sexualité mais pas son cœur. Parce que c'est toujours ou l'un ou l'autre, il ne peut pas donner l'intégralité. Et c'est ça la problématique. Ou alors on a encore dans les profils romantiques comme ça, des personnes qui sont très imprégnées de la religion judéo-chrétienne par exemple, et qui sont archi-pudibons, et donc non, la sexualité, là ils vont prétexter, c'est un bon argument, la sexualité c'est pas bien, c'est sale, c'est honteux, toute la pornographie, tout ça c'est pas bien, donc ils vont donner des arguments très religieux ou très moralisateurs en tout cas, et vont comme ça s'extraire de la sexualité en légitimant, en disant moi j'ai raison, de toute façon c'est mon point de vue qui est le bon. Voilà, ça c'est pour les profils dits romantiques. Donc les partenaires qui vivent ou qui se mettent en relation avec des profils comme ça, de deux choses l'une, soit vous acceptez et ça vous va bien finalement, qu'il n'y ait pas trop de sexualité, vous vous arrangez avec ça et que c'est confortable et vous faites un trait sur votre libido, voilà, pourquoi pas, chacun, voilà, il y a d'autres choses. Après, la personne effectivement, elle peut sublimer, la libido c'est l'énergie sexuelle, mais on peut la sublimer dans des passions, dans des activités artistiques, dans plein de choses, donc elle peut s'en arranger pour les partenaires, soit elle fait comme lui, c'est-à-dire qu'elle a des histoires ailleurs, soit ça passe plus, soit elle arrête de se suradapter à ce romantique, parce qu'il y a une forme souvent de minimisation pour le partenaire, c'est-à-dire avec tout ce qu'il fait pour moi, je vais quand même pas me plaindre, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui peut être frustré à l'intérieur du partenaire qui vit avec le romantique, qui se dit mais quand même, c'est quand même pas normal, et qu'est-ce que je fais moi de mon désir, et comment j'en fais, qu'est-ce que je fais de ça, donc il peut s'adapter et faire beaucoup d'efforts, mais être en colère, mais ne pas le confronter.
Ne pas oser le confronter tellement il est gentil, aimant et amoureux, que c'est difficile de confronter quelqu'un de si gentil, de lui en vouloir d'être comme ça. Hein. Donc, et tant que le profil romantique, tant que l'éclivé l'un ou l'autre des deux profils n'est pas en contact avec, n'est pas confronté, on s'énerve, enfin ouais, on le confronte pas, c'est-à-dire on se met pas en colère, on se fâche pas contre lui, mais lui il est convaincu que c'est lui qui a raison. C'est comme ça que ça doit se passer, quoi. Ça ne doit pas se passer autrement, quoi. Et donc voilà. Et donc le profil romantique, il va être persuadé que offrir son cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, la sexualité, on peut s'en passer, c'est pas très grave. Voilà. Vous avez compris pour le profil romantique. Le deuxième profil, qui est plus connu pour les clivés de l'amour, et beaucoup plus mal jugé d'ailleurs, mais l'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. Franchement, entre nous soit dit, il n'y en a pas un qui est mieux. Le profil sexuel. Donc lui, toujours pareil, parce qu'il ne peut pas donner la totalité, lui, il va être coupé ici, en dessous de la ceinture, et donc il va offrir de la sexualité. Donc lui, c'est un amateur, on appelle ça aussi un athlète sexuel. C'est quelqu'un qui aime bien être puissant, fort, beau physiquement, très attaché à l'image et à l'apparence de la réussite, réussite sociale, réussite musculaire, réussite voilà, souvent sportif. Et on dit souvent qu'il a au niveau du cœur physiquement comme une armure verrouillée. Hein. Ici c'est un peu, c'est fermé hein, ici, hein, donc c'est en bas et pas ici. Mais c'est quelqu'un qui aime bien dans les apparences se montrer et être extrêmement séducteur et plaire, voilà. Donc dans ce profil-là, souvent c'est un don Juan hein, ou une femme, pareil, ça peut être une femme qui aime bien plaire. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de « je manipule par la séduction ». Et une fois que j'obtiens ce que je veux, ben je ne peux pas ouvrir dans l'intimité. C'est-à-dire je vais donner peu de moi dans l'intimité. Je ne vais pas me livrer, je ne vais pas tout dire, je vais dévoiler peu de choses sur moi. Je vais rester très secret, comme si ce n'était pas possible, je suis verrouillée, donc je ne peux pas donner grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est le profil sexuel qui est plutôt attiré par les conquêtes, qui passe de conquête en conquête, mais qui ne peut pas se maintenir très longtemps, parce qu'il ne peut pas offrir son cœur, en fait. Et c'est très souffrant pour lui, parce que quelque part, il ne peut jamais être dans l'intime, quelque part. Il y a comme un paradis perdu de je ne pourrais pas être aimé. Si je commence à m'ouvrir et à dévoiler vraiment qui je suis persuadée que je vais être rejetée. Donc c'est ce qu'on appelle ici pour les clivés la blessure au cœur meurtri, au cœur blessé. Que ce soit ce profil-là ou ce profil-là, ils ont vraiment cette croyance de base identitaire qui est « je ne mérite pas d'être aimé pour qui je suis, je ne serai aimé que si je suis quelqu'un d'aimable, donc qui apparaît comme aimable, quelqu'un qui réussit, voilà, mais pas qui peut être aimé dans l'entièreté de ce qu'il est. C'est pour ça qu'il ne peut pas tout donner, il ne donne qu'une partie. Voilà. Autre chose qu'on va voir apparaître dans les caractéristiques de ce profil, c'est justement, je parlais de la notion de réussite, hein. Donc c'est quelqu'un qui socialement réussit, hein, qui est dans les apparences, dans l'image, et qui réussit socialement en général, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est souvent sur le devant de la scène, narcissique, et qui est toujours sous pression de réussir. Il est identifié au faire et à la réussite. Je suis celui qui fait et je suis celui qui réussit. Et donc c'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain en fait. Et il est beaucoup plus dans le monde de l'avoir que dans le monde de l'être. Même le romantique, il est quand même très identifié à son image, il se déprécie facilement, il est toujours à deux doigts de se rejeter. Hein. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, ne trouve pas qu'il est une bonne personne, donc il se rejette tout le temps et il rejette les autres, mais il se rejette d'abord lui-même. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit prouver sa valeur, tout le temps, prouver qu'il est quelqu'un de bien, parce qu'il n'en est pas persuadé. Donc c'est une course au faire, hein. Il est beaucoup dans le faire, et beaucoup dans l'image aussi. Hein. Voilà. Les deux, hein, profils. Et c'est comme ça qu'on les repère aussi. Hein. Ensuite, ce qu'on va voir aussi apparaître, c'est ce qu'on appelle un soi parfait. Donc c'est quelqu'un
donc il va se déprécier et sous l'influence de ce message sois parfait, ben, ils vont se juger, ils vont être sévères avec eux, ils vont être exigeants avec les autres, voilà. Il y a une forme de goût de la perfection qui les font courir après une forme d'exigence idéaliste, et souvent ce sont des idéalistes d'ailleurs, qui n'atteindront jamais, et ils ont du mal à accepter les limites, et notamment leurs limites, qui peuvent être aimées pour l'ensemble, quoi, y compris avec leurs limites. Ils ne peuvent pas être aimés pour tout. Voilà. Donc voilà les deux profils. Je vous ai un peu expliqué comment ça s'origine, comment se fait-il qu'on peut être comme ça. Donc à l'origine, je vous ai dit un peu que c'était lié à un environnement qui est pas toujours à la hauteur des besoins de l'enfant. En général, ce profil-là, il apparaît, les blessures se tournent autour de 4 à 6 ans, à partir de 4 ans. C'est moins archaïque que les frileux de l'amour, où vraiment les blessures étaient encore plus archaïques. Mais ici, en fait, c'est tu es aimé que si tu réussis, tu es aimé que si tu fais quelque chose de bien. Voilà, c'est ce que disaient les parents. Donc ça peut être soit des parents qui eux-mêmes sont modèles de ça, c'est-à-dire qui sont attachés au statut social ou à l'image. Donc l'enfant voit ça et se dit, bah voilà, dans la vie, pour être quelqu'un, j'ai intérêt à courir après la réussite. Et à faire parfait. Soit ce sont des parents qui sont exigeants, qui sont perfectionnistes eux aussi. Soit il s'est passé quelque chose dans l'enfance où on leur a fait croire que on ne pouvait pas les prendre, ils ne méritaient pas l'amour, quoi. Il n'y avait pas assez de chaleur pour eux pour qu'ils soient aimés tels qu'ils sont. Il fallait qu'ils se transforment en quelqu'un de parfait. Voilà. Et ça, c'est juste compliqué pour un enfant tout petit, même de l'âge de 4 ans, de devoir supprimer son insouciance de l'enfant, sa légèreté, sa fantaisie, son plaisir, pour aller dans je vais faire correct, je vais faire ce que les parents attendent de moi, je vais m'adapter à leurs attentes et je vais devenir quelqu'un de parfait. En tout cas, selon ce qu'ils s'imaginent. Voilà, donc les blessures de l'enfant sont liées au rejet, c'est la blessure du rejet, c'est pas une blessure... c'est pas une blessure de trahison et c'est pas une blessure d'humiliation ni d'injustice ici. On est vraiment dans la blessure du rejet. J'ai été rejetée pour qui j'étais. Donc je vais rejeter. Et c'est pour ça que je vais me cliver, parce que c'est trop angoissant. Donc je vais rejeter les autres, ou je vais me rejeter moi, ou je vais rejeter les autres. Mais voilà. Et donc ce que ça va donner au niveau de la relation amoureuse, sur le plan de la relation amoureuse, on va voir des ruptures du lien. On va voir des ruptures du lien apparaître. C'est-à-dire que la personne... Si elle est en profil romantique, donc hop, elle est clivée sexe-cœur. Ici, le cœur est pas, je donne mon cœur et pas mon sexe. Donc, soit vous n'allez pas relationner des années avec parce qu'il n'y a pas de sexualité, soit vous allez vous en accommoder, mais c'est appauvri, quoi. Donc, on va avoir une forme de... Il va y avoir quelque chose de chaotique, c'est pas entier, donc la relation va être de toute façon chaotique ici. Et pour le profil sexuel, alors eux c'est encore plus compliqué de se maintenir, parce que dès qu'ils sentent ici qu'il y a une pression sur l'engagement, que la personne en face, elle a envie de sentiments, d'engagement, et ben là ils peuvent pas. Ça leur fait peur, ça les menace trop, donc eux ils se retirent du lien en général. Ils font froid-chaud, chaud-froid. Ça peut être tout à fait des personnes qui apparaissent comme parfaite dans la relation amoureuse au départ. Je suis parfaitement présent, parfaitement aimant, parfaitement tout, parce que je ne suis pas en danger. Mais dès que le lien se stabilise, alors à ce moment-là, elles commencent à se sentir menacées. Elles craignent d'être rejetées et elles vont se cliver en vous rejetant, en s'éloignant, en faisant du froid, ou en donnant plus leur sexe, quoi, en se refroidissant au niveau sexuel. Voilà. C'est ou l'un ou l'autre. Et parfois, c'est et l'un et l'autre. Ça peut être en alternance. Un coup, je donne mon cœur, un coup, je donne mon sexe. Mais bon, bref, ce qui est difficile de faire toujours les deux à la fois, en fait. Et ce que je disais au départ, c'est que on va voir pour des hommes, par exemple, ils vont soit cliver à l'intérieur, soit ils vont aussi cliver à l'extérieur. Ils vont choisir ce que j'avais donné, la dichotomie entre... Ils vont choisir des femmes ou des madones ou des putains. J'avais parlé de ça une fois, je ne sais plus où. Mais j'avais dit, il y a une représentation comme ça, que la femme, elle est soit une femme sainte sur qui on peut s'appuyer, etc., soit c'est une salope. Donc on ne peut pas
fonctionner complètement, hein, avec une même femme qui joue tous les rôles. Donc il y en a une pour ça et une pour ça, ou plusieurs pour ça et une pour ça. Mais on ne peut pas tout prendre sur une. Voilà. Ça c'est le clivage projeté à l'extérieur, hein. Il y a le clivage à l'intérieur. Je suis moi-même coupée sexe-cœur, et puis il y a le clivage projeté à l'extérieur. Ça va avec, hein, ça va de pair. Pour les femmes, c'est pareil, hein. Ce sont des femmes qui, par exemple, vont jouer la... Bon, c'est un peu un cliché, mais je vais jouer la ménagère, voilà, je fais tout en ordre pour mon mari, je suis dévouée, corps et âme, etc. Et puis, hop, là, je compartimente et je mène une double vie, je vais dans des clubs échangistes à côté, mais où je me prends quelques amants, mais surtout, ça ne se saura pas, et donc je clive. Voilà, j'ai une double vie, hein. Et ces personnes-là ont vraiment le sentiment d'être légitimes dans leur double vie, parce qu'elles sont vraiment deux personnalités, elles sont clivées, hein. Donc c'est vraiment, pour elles, cohérent et légitime, comme une double personnalité. Voilà. Je suis comme ça là et je suis comme ça ici. Et c'est normal. Et avec l'un, je donne du cœur, avec l'autre, je donne du sexe, et tout va bien. Il y a quelque chose vraiment qui donne de la cohérence à la structure et qui les rassure quand ils clivent. Voilà. Ça supprime l'angoisse, hein, de ne pas pouvoir être aimé pour ce qu'il est. Alors, la blessure est au rejet à chaque fois, hein. Donc dès que la personne se sent menacée, hop, le clivage est tout prêt. Il n'y a pas d'amour absolu, hein. Alors oui, donc vous disiez qu'il n'y avait pas d'amour absolu. Alors il n'y a pas d'amour absolu, mais pour ces personnes qui ont eu des blessures au rejet très petits, ça s'est organisé comme ça à l'intérieur. Donc même s'il n'y a pas d'amour absolu, la personne, elle va tout de suite interpréter, c'est ça le mécanisme, c'est que même quand il n'y a pas de bonne raison de cliver, elle va interpréter la réalité. Parce que ça a été vécu comme ça tout petit, hein, comme il y a, je vous rappelais, la dérégulation du système nerveux et de tous les systèmes qui vont générer une élaboration que je ne peux pas être aimé pour qui je suis. Et donc très très facilement, ça c'est une mémoire. C'est une mémoire engrammée depuis très très longtemps, depuis qu'ils sont tout petits. Et donc il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait une distorsion de la réalité et qu'au niveau cognitif, elle va interpréter que la personne ne peut pas l'aimer pour qui elle est. Et dès que la personne, par exemple pour les profils sexuels, a envie qu'elle s'investisse et commence à être vraiment dans une qualité du lien plus grande, voilà, espère pouvoir vraiment vivre avec, etc., générer une relation durable, là ça lui fait peur. Donc très souvent il casse. Il s'en va, il se refroidit, il ne donne pas de raison d'ailleurs, hein, tellement il se sent menacé, et donc il dit, par exemple, moi j'ai une de mes clientes qui me racontait son histoire, je dis mais j'ai pas compris, c'est incompréhensible parce que d'un coup il est aimant, il est là, il est présent, tout va bien, parce qu'il ne se projetait pas avec elle. D'un coup elle l'a fait se projeter dans un avenir de couple, ça lui a fait tellement peur qu'il était incapable d'ailleurs de comprendre pourquoi, et qui s'est retiré de la relation en prétextant mais non, mais moi j'avais jamais projeté quoi que ce soit avec toi, non pas du tout, et hop il s'est retiré comme ça, ni vu ni connu, sans crier gare. Et c'est ça, c'est des ruptures brutales de liens qui sont extrêmement refroidissantes pour le partenaire, qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, que la personne se retire et qui va le blâmer en disant mais cette personne n'est pas capable d'aimer. Elle est tellement angoissée en fait. Il y a une telle angoisse que le mécanisme qui a été mis en place, c'est le clivage. Voilà. Et c'est pour ça que ça génère de telles ruptures et de tels malentendus dans la relation que celui qui est en face, s'il ne comprend pas ça, soit il va se retirer vite fait, soit il va le juger en le blâmant, en disant mais c'est quoi ce personnage, notamment sur le profil sexuel qui n'est pas très acceptable, hein, ça donne des Don Juan ou des Don Juan, donc tout de suite c'est quelqu'un qui va être jugé comme manipulateur, pervers, sur le pervers narcissique, c'est vite des pervers narcissiques entre guillemets qui n'en sont pas d'ailleurs, hein, mais ils sont tout de suite pervers, ils sont voilà, sont des personnes qui sont incapables de s'attacher, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai, c'est qu'elles se sentent très vite menacées, hein, et du coup, hop, ça génère ce clivage, cette coupure, soit je te donne ça, soit je te donne ça. Mais j'ai trop peur de tout offrir. Je ne peux pas te donner ma totalité. Sinon, je vais me faire de nouveau rejeter, hein. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi, hein, la personne fonctionne comme ça. Déjà, pour avoir les codes. Quand on a les codes, on commence à être plus empathique. Et puis, je vais commencer aussi à dériver sur les pistes. Comment gérer une personne comme ça, justement? Comment faire?
on paye en 1000. Donc comment faire? Donc déjà quand vous voyez soit ce profil romantique et que vous en avez marre de vous adapter parce que vous dites que quand même c'est pas juste, c'est bien qu'il y ait de la sexualité au départ, mais c'est bien qu'il y en ait tout le long quand même. Parce que je voudrais juste réactualiser le postulat de départ, que c'est pas parce que dans un couple, au début, il y a de la fusion et il y a du feu, de la passion, que ça doit forcément s'atténuer avec le temps. Ça, c'est pas vrai, hein, c'est une fausse idée. Hein. Au contraire, plus il y a de l'intimité et de l'authenticité, et plus il y a de la profondeur, et plus la sexualité se réactualise tout le temps, en fait. Elle s'active tout le temps. Il y a une fausse idée qui passe dans les couples, comme quoi tous les couples, à terme, le désir s'use, ça s'émousse. Non, ça, c'est pas vrai. Hein. Au contraire. Hein. Enfin, moi, pour mon expérience et pour avoir vécu d'autres couples, enfin, pour entendre d'autres couples qui le partagent, c'est avec la profondeur, avec l'intimité, avec l'authenticité, eh bien, la sexualité continue et perdure. Voilà. Donc, pour les romantiques, quand vous en avez marre de vous adapter et de mettre de côté votre propre sexualité, ben, vous les confrontez avec une forme de se maintenir, quoi, de puissance. Parce que eux, ce qu'ils ont retenu ici, les clivés, ils ont retenu la colère, ils ne se fâchent pas vraiment. Ils coupent, mais ils ne se fâchent pas. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Vous êtes en train de comprendre pourquoi en même temps que j'explique. Ils ne peuvent pas se fâcher vraiment parce que, quand ils étaient enfants, ils ne pouvaient pas se fâcher contre l'adulte qui les rejetait pour ce qu'ils étaient. C'était juste pas possible. Il y avait beaucoup certainement de rage, de haine qui étaient retenus, parce que s'ils ripostaient, eh bien, ils étaient vraiment encore plus rejetés. Donc, ils ont contenu cette rage, contenu cette riposte, cette réponse d'attaque. Donc, toute la colère est retenue à l'intérieur, elle se manifeste dans la coupure. Non, je ne peux pas te donner plus. Voilà. Et c'est ça, il faut le comprendre, c'est des gens qui ne se fâchent pas ouvertement. Hein. Ce n'est pas une colère chaude, c'est une colère de retenue et coupée et froide en général pour les clivés. Donc quand vous les confrontez, ben, vous les amenez peut-être à toucher l'espace où ils vont se mettre en colère. Et ça, c'est la manière de récupérer la colère au sein du couple, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ben, ça va remettre de la vie. Parce que tout ce qui est coupure, c'est du gèlement, et tout ce qui est gèlement, c'est du froid. Et donc, il n'y a pas d'énergie vivante qui circule. Et remettre de la colère, c'est remettre une énergie vivante. Hein. La colère, je vous rappelle, c'est une émotion qui bouillonne, qui est chaude, et ça remet la circulation de la relation en place. Hein. Donc, c'est extrêmement important de se réapproprier la colère au sein du couple. Et une des pistes pour le clivé de l'amour, pour commencer à sortir de son espèce de clivage qui l'empêche de générer des relations profondes et durables, où il pourrait intégrer à la fois le sexe et le cœur, ce qui serait quand même plus épanouissant pour lui d'être dans les deux à la fois, hein, et pour les autres, et ben, ce qui l'empêche, c'est l'interdiction de sentir sa colère et de l'exprimer, hein, d'exprimer ses désaccords, d'exprimer qu'il est fâché, etc. Donc ça aussi, le jour où il fait un travail thérapeutique sur je peux récupérer ou me reconnecter à toute la colère que j'ai eue contre cet environnement, contre les parents, ceux ou ces parents qui ne pouvaient pas m'aimer pour qui j'étais, mais m'aimer simplement si je réussissais sur un point ou sur un autre, si je donnais une bonne image, si j'étais conforme à leurs attentes, si je me reconnecte à toute cette colère que j'ai enfouie en moi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui recircule à nouveau. Le problème, c'est que ça leur fait peur, ça. Quand ils sentent la colère, Attends. ils ont tendance à se couper, en fait. Ils ont tendance à couper, du coup, avec Alors, repose ta question. Le problème, c'est que dès qu'ils sentent la colère, enfin, peut-être tous, mais ils ont tendance à se couper. Oui. Pour ne pas la ressentir. Et donc, ils vont s'isoler, ils vont s'enfermer dans leur coquille. Et là, il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'évolution de cette nouvelle relation possible. Tout à fait. Dès que la colère monte, et oui. Et ça, c'est très juste, c'est intéressant. Et ça te fait encore plus mal quand tu es... Mais oui, parce que dès que la colère monte, on comprend, hein, c'est que justement, dès que la colère monte ici, il va y avoir une croyance comme quoi je vais me faire rejeter. Si je me mets en colère, je deviens mauvais, je suis quelqu'un de mauvais, et forcément, si je suis mauvais, c'est moi qui cloche, l'autre va me rejeter, puisque c'est ce qui s'est passé tout petit. Hein. Donc la colère, elle monte, mais elle ne peut jamais vraiment s'exprimer. Et donc tout de suite, il y a la coupure qui va apparaître
à la place de la colère chaude. Et ça rejoue sans arrêt cette histoire du tout petit qui a vécu ça. Et c'est pour ça que je parlais d'un travail thérapeutique de réappropriation de l'émotion de la colère et de se reconnecter à toute cette colère qui a été emmagasinée, qui n'a pas pu être projetée ou nommée aux parents à l'époque, puisqu'ils ne pouvaient justement pas exprimer quoi que ce soit de l'opposition. Alors, si cette personne, par exemple une personne, moi ou quelqu'un d'autre, homme ou femme, elle aurait toujours revendiqué, toujours dit ce qu'elle pense vers les parents, et même une fois dans sa vie, à la fin, quand il était adolescent, a giflé sa mère. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quelqu'un qui s'est créé des problèmes psychologiques ou qu'il s'est fait adapter par rapport à une croyance absolue de ce qui est lui-même une puissance, une toute-puissance, mais qui, comme vous avez dit... oui, ça peut basculer dans l'impuissance à toute puissance. Ça bascule de deux côtés, hein, toujours. Oui, c'est ou l'un ou l'autre, et ça peut être... Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est brutal, c'est que ça passe de l'un à l'autre. Hein. C'est pas serein, hein, c'est sans crier gare. Donc, il est possible qu'à l'adolescence, étant donné que cet enfant petit, qui ne pouvait pas riposter à l'époque, qui a contenu sa rage, sa colère, etc., en se sentant plus costaud, parce qu'en général, justement, ils vont se modéliser sous l'angle de la réussite, la force physique, la beauté physique, tout ça, tous ces trucs-là. Hein. Et donc, ils deviennent plus costauds, et c'est possible qu'il y ait un passage à l'acte à l'adolescence avec un des parents, hein, notamment celui qui l'acceptait pas comme il était. Mais ça ne va rien changer parce que structurellement, l'organisation psychique, elle est déjà faite, quoi. Elle est organisée comme ça. Le clivage est déjà là. Hein. Ça ne va pas changer grand-chose sur sa manière de se comporter dans la vie et notamment dans ses relations amoureuses. Ce n'est pas parce qu'il y a du passage à l'acte que ça change quelque chose. Puisque l'organisation est « je me rejette, hein, je suis quelqu'un de mauvais, et je te rejette. » Il y avait des sentiments de culpabilité, il n'y avait pas de sentiments de culpabilité, et il a revendiqué ses pensées vers ces gens qui l'élevaient. Ces gens qui l'élevaient et qui lui disaient, c'est bon, français n'est pas très bon de toute manière, essayez d'écouter. Et il disait, ses parents, non, parce que lui il disait, ne vous engueule pas. Il disait à ses parents qui s'engueulaient tout le temps, ne vous engueule pas. D'accord? Mais lui-même, hein, il ne supportait rien que ça se passe pour lui, autour de lui, etc. Donc, il devenait insolent. Mais est-ce qu'une personne comme ça peut se créer des problèmes psychologiques après dans sa vie? Oui, mais ce n'est pas forcément un portrait d'un clivé de l'amour. Hein. Ça peut donner autre chose qu'un clivé de l'amour, ça. Ah, d'accord. Oui. C'est en fonction des traumatismes de l'enfance, on ne va pas voir les identités, les constructions de la même manière. Hein. C'est pas forcément ça ici. Hein. Là, la construction identitaire, c'est je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai pas de valeur. Hein, il faut que je réussisse pour être quelqu'un de valeur, pour me prouver à moi-même et être fier de moi, et pour prouver au monde entier que les autres vont être fiers de moi. Donc on a vraiment des caractéristiques spécifiques avec ce clivage qui apparaît sexe-cœur hein, dans la relation. Et donc la problématique va être surtout lourde au niveau de la relation amoureuse. À part la relation amoureuse, comme c'est des blessures qui démarrent entre 4 et 6, bon, c'est moins grave. Hein. Ce sont des gens qui sont très performants, qui réussissent bien dans la vie, professionnellement, qui sont dans les apparences, toujours assez soucieux de leur image. Donc, ils peuvent même faire de la chirurgie esthétique. Donc, voilà, c'est des personnes qui sont dans le moule de ce que la société actuelle narcissique attend. Hein. On est dans une société très... tout de suite, toute puissante, voilà, faut être performant, faut être beau, faut être ceci. Donc eux, ils rentrent dans le moule quand même. Hein. Sur le plan de la relation amoureuse, ça risque d'être qu'un cas, quoi. C'est bancal, c'est brutal, il y a une forme d'instabilité et surtout, c'est pas très nourrissant parce que ça peut pas tout offrir. Voilà. Donc il y a cette histoire du cœur brisé qui est vraiment importante à saisir. Voilà. Alors j'étais sur les pistes.
Les pistes, la colère, ça c'est une première piste. La colère, soit si vous êtes en face de quelqu'un, donc essayez de le mettre en colère, mais pas qu'il se retire, c'est-à-dire mais ça veut dire voilà, ça veut dire d'avoir une suffisante diplomatie pour pouvoir à la fois le confronter, l'écouter, le comprendre, ne pas le blâmer, ne pas l'accuser, parce qu'il va vite se retirer dans ses pénates sinon. Ça, c'est le système qui est mis en place comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est la bienveillance. Hein. C'est d'être vraiment, lui montrer que vous pouvez l'aimer pour qui il est, le prendre à l'endroit où il est, au lieu de vouloir le changer et d'exiger, parce que plus vous êtes exigeant, plus vous rejouez, tu n'es pas parfait, tu n'es pas aimable comme tu es. Et plus ça lui met la pression, plus il se retire. Hein. Donc ça, c'est logique. Hein. Donc la bienveillance sur le long terme, c'est-à-dire je t'accepte comme tu es, je vois que tu te coupes, je vois que, par exemple, pour le profil romantique, tu ne peux pas donner plus, tu donnes un peu, parce que le profil romantique, il a aussi ce côté, je te donne un peu de sexualité, mais pas tout, et quand je te donne de la sexualité, c'est assez impersonnel, c'est-à-dire je pourrais faire ça avec toi, je pourrais faire ça avec n'importe qui en fait. Oui, il y a un goût de l'impersonnel. Alors en plus, c'est une façon de se couper. Mais oui, c'est une façon de se couper. C'est c'est toi, mais si je suis avec quelqu'un d'autre, ça serait bien aussi, ce serait pareil quoi. Donc il y a quelque chose de, je peux pas personnaliser en fait, je peux pas tout donner. Il y a vraiment ce truc-là. Et donc, effectivement, ça peut être assez frustrant en face, comme je le disais. Mais ne pas pouvoir le prendre à l'endroit où il est, si c'est trop difficile pour vous, soit vous partez de la relation parce que vous ne pouvez pas le gérer, donc c'est pas la peine d'insister lourdement et de vous maintenir dans une relation si vous-même vous ne gérez pas. Soit vous trouvez des ressources à côté et vous pouvez gérer, soit vous le prenez à l'endroit où il est. Et en lui montrant que vous pouvez l'aimer pour son entièreté, à ce moment-là, lui, ça peut le détendre. C'est-à-dire, c'est d'arrêter pour lui de se vouloir parfait. Hein. Pour lui, en tout cas, c'est j'arrête ce que j'appelle le petit moi jacasseur. Le petit moi jacasseur, c'est la petite voix qui jacasse à l'intérieur de la personne, notamment du clivé. Tu dois être parfait, tu dois être ok, tu n'es pas parfait, tu n'es pas adéquate, tu n'es pas aimable, tu vas être rejeté, etc. Donc ça, c'est une voix qui est sans cesse à l'intérieur de cette personne et qui fait qu'elle ne se trouve jamais à la hauteur. Ce n'est pas montré, elle va montrer l'inverse. Hein. Elle montre que c'est quelqu'un qui réussit, tout va bien pour elle, etc. Mais à l'intérieur, c'est l'inverse. L'estime de soi est totalement entamée, mais par devant, elle montre l'inverse. Sauf qu'elle n'est jamais confiante en elle. Hein. Voilà, donc si vous arrivez à la prendre pour sa totalité, peut-être que ça va la détendre un peu et lui permettre d'arrêter de vivre comme ça et de se refroidir chaud-froid tout le temps comme ça. Hein. Donc pour les pistes pour eux-mêmes, quand ils sont en souffrance comme ça, parce que moi j'ai reçu des lettres de personnes qui sont clivées. Petit 1, il faut d'abord qu'elles reconnaissent qu'elles ont ce mécanisme du clivage. Tant qu'elles ne le reconnaissent pas, elles vont projeter que c'est les autres qui sont bien. Elle va dire, oui, de toute façon, par exemple pour le profil sexuel, de toute façon, oui, de toute façon on ne peut pas se maintenir, c'est les autres, j'arrive jamais à trouver la bonne personne. C'est toujours pareil. Donc elles vont trouver les arguments comme quoi elles ont raison d'être comme ça et les autres ont tort. Voilà. C'est à cause des autres, mais elles n'ont rien à voir là-dedans. Donc petit 1, déjà reconnaître qu'il y a une problématique au niveau du clivage et que c'est pour ça qu'elles sont malheureuses en amour. Voilà, petit 1. Petit 2, une fois qu'elles ont reconnu qu'il y a quelque chose en elles qui dysfonctionne, à ce moment-là, c'est d'atténuer ce petit moi jacasseur, atténuer cette exigence d'être parfaite, d'être parfait ou parfaite, c'est-à-dire tu peux être toi-même. Tu peux être toi-même, tu n'es pas obligé de réussir tout le temps, tu n'es pas obligé de donner une bonne image, tu peux arrêter de faire tout le temps, et donc de s'intéresser à l'être, à l'intériorité, ce qu'on appelle le féminin ou le masculin, dans les archétypes. Le masculin, c'est faire, réussir, et le masculin, c'est faire, et le féminin, c'est être à l'intérieur. Voilà, on n'a pas besoin de faire pour être. On est quelqu'un, vous existez, là, vous êtes sur des chaises, vous n'avez pas besoin de me prouver que vous avez de la valeur. Vous existez parce que vous êtes assise en face de moi, vous êtes unique en votre genre, assise sur une chaise. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour exister. Lui, il doit faire quelque chose pour exister. C'est existentiel. Sinon, il a l'impression qu'il n'est pas. Donc déjà ça, il faut qu'il apprenne ça, qu'il l'intègre.
et qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur à personne, quoi. Donc il peut commencer par s'accepter lui-même dans sa totalité, hein, donc de générer un bon parent en lui pour accepter ses limites, arrêter de se vouloir parfait, d'être intransigeant, etc. Donc de rehausser son estime de lui. Et une fois qu'il a beaucoup plus pris confiance en lui, à ce moment-là, il aura moins besoin, voilà, il y aura plus cette histoire de je suis un mauvais objet, ou je suis un bon objet, ou je suis bon, ou je suis mauvais. Donc ça va s'attendrir un peu, et du coup, à l'extérieur, il projettera moins que l'autre est menaçant, que l'autre est mauvais ou gentil. Donc ça va être comme ça que ça va se passer, et c'est vachement important pour lui, justement, de faire tout ce travail, à la fois de bienveillance vis-à-vis de lui-même, et à la fois de réappropriation de la colère. Tant qu'il ne fait pas ce travail de je me réapproprie ma colère et je peux l'exprimer, je vais couper. Voilà. La coupure, c'est du froid. Et la coupure, ça va, à chaque fois qu'il coupe, il se fait rejeter toujours plus. Hein. C'est-à-dire que les gens ne se maintiennent pas, parce que les gens ne comprennent pas. C'est incompréhensible de voir quelqu'un qui d'un coup est super chaleureux, super aimant, etc. Puis du jour au lendemain, pour aucune raison, juste parce que d'un coup ça lui prend comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Hop, il se coupe, il donne plus rien, il donne plus signe de vie, il explique même pas parce qu'il est incapable d'expliquer ce qui se passe. C'est toujours l'autre, la faute de l'autre. Donc, en fait, c'est pas ça qui se passe. Donc, si vous comprenez pas le mécanisme, il se fait rejeter. Sa plus grande peur, c'est le rejet, et c'est ce qu'il vérifie, il n'arrête pas de se faire rejeter, en se rejetant lui-même. Et c'est ça qui se passe sans arrêt, et qui est systémique, et qui tourne en boucle. Et ça, c'est terrible. Hein. Voilà. Toute cette dynamique du clivage. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissez des clivés ou... Alors moi je peux témoigner, poser une question. Tu vas me dire si c'est vraiment ça ou pas. Donc j'ai vécu une expérience il y a une quinzaine de jours de ça, donc c'est très récent. Une personne avec qui ça s'est super bien passé sur tous les niveaux. Et puis tout d'un coup, pouf, coupure. Cette personne a mis du temps à comprendre ce qui se passait pour elle. C'était pas la première fois que ça lui arrivait dans sa vie, où elle m'a expliqué que elle n'éprouvait plus rien du jour au lendemain. Elle ne regardait plus de la même façon. Et voilà. Et donc elle a mis un certain temps à conscientiser ça en fait. Et enfin voilà. Est-ce que c'est typique justement d'un clivé de l'amour, ou est-ce que ça peut encore être autre chose? Est-ce qu'au départ la relation semblait presque parfaite? Vraiment oui. Voilà, alors c'est ça. Il y a quelque chose qui se joue dans je dois être parfait. Donc sur le plan de la relation amoureuse, elle va te jouer, c'est un homme ou une femme, la personne parfaite. Donc tout va être voilà, bien doré, bien... J'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y avait une énorme ouverture. Ah mais c'est ça. C'était il va te jouer le coup de foot parfait, quoi, parfait. Et surtout tout a l'air très de la poudre aux yeux, quoi. Tout apparaît comme parfait. Et beaucoup d'ouverture, et beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, beaucoup de tout, quoi. Donc, en général, les fusionnels, ils sont archi attirés. Ah oui, ça les attire, bah oui, puisque c'est tout de suite et tout parfait. Et c'est ça le truc. Et même les profils romantiques, j'ai dit, ils vont donner de la sexualité au départ. Ils vont donner du cœur et de la sexualité. Donc au départ, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de menace d'être rejeté au départ, il n'y a pas d'enjeu dans la relation au départ. Donc la personne ne se sent pas plus menacée puisqu'il n'y a pas l'attachement durable. C'est un attachement de l'instant, donc pour l'instant il n'y a pas d'enjeu, donc bon, s'il me rejette, c'est pas grave. Mais dès que la personne commence à sentir un léger investissement, soit parce que toi tu t'investis, soit parce qu'elle elle commence à se dire tiens, elle va se dire tiens, il va attendre de moi, il va attendre quelque chose. Comme s'il y avait une pression, l'autre va lui mettre inconsciemment une attente, une pression comme si elle attend quelque chose d'elle, et dès qu'elle sent qu'il y a une pression, tu veux des sentiments, tu veux plus, tu attends plus de moi, clivage, et hop, soit je te donne mon sexe, soit je te donne mon cœur, mais je ne peux pas tout te donner et je me coupe. De toute façon, il y a la coupure qui va apparaître. Dans son discours, il y avait une projection immédiate dans le futur, à deux, hein, immédiatement, quoi. Oui, et la coupure n'est arrivée que plus tard, en fait. Ah oui, mais au départ, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Au départ, alors, il y a la tête qui dit j'ai envie, bah oui, parce qu'en fait, ils ont envie de relationner de manière durable, puisqu'ils souffrent de ne pas y arriver. Donc dans leur tête, il y a une envie, mais comme ce mécanisme, il est en place à l'intérieur,
il se met rapidement en place, même à son insu, la personne ne comprend même pas ce qui se passe. C'est un mécanisme de protection par rapport à l'angoisse. L'angoisse monte et hop, elle se coupe. Et souvent, elle est même incapable de t'expliquer, ou alors les arguments, c'est de ta faute, ou on ne sait pas. Enfin, alors oui, comment j'aurais donc du coup pu réagir? Parce qu'il y a eu cette prise de conscience, voilà. Ça n'était plus de son côté à elle, du jour au lendemain, vraiment comme au début. Et puis, il y a eu cette coupure qui a été radicale. Il n'y avait pas le choix en fait. Ah non, c'est l'autre qui subit. De cohérence de sa part avec ce qu'elle vivait, quoi. Il n'y avait plus d'ouverture possible pour la discussion ou l'échange ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est la coupure qui... Comment réagir face à ça? Donc les éléments, alors, ça ressemble au frileux dans le sens, j'avais parlé des frileux de l'amour parce qu'il y a de la dissociation. Donc il y a des éléments de dissociation qui sont générés par le froid de la coupure. Évidemment, si vous êtes le partenaire en face, vous allez vous sentir refroidi, et puis vous subissez, parce que c'est pas vous qui initiez la rupture du lien. Donc, ça va vous mettre dans l'impuissance, à cause de moi ou grâce à moi. Si vous êtes fragile, ça va faire ça en vous. C'est à cause de moi, j'ai dû faire quelque chose de pas correct, qui fait que elle se retire. Ou voilà, vous allez sombrer aussi dans ça va vous faire vivre en parallèle le même mécanisme. Donc ça peut. Donc si vous n'êtes pas trop fragile et assez stable en vous, vous allez comprendre que c'est l'autre qui a un problème. C'est pas vous qui en avez un. Déjà. Elle le reconnaissait en l'occurrence. Déjà, mais parce que c'est des personnes qui avaient déjà fait un peu plus de mise de conscience sur leur mécanisme. Mais il y en a qui mettent zéro conscience. Donc c'est tout de suite vous. Donc si elle met un peu de conscience en se disant tiens c'est bizarre, je répète ce schéma inlassablement et je comprends pas ce qui se passe, il doit y avoir quelque chose chez moi, déjà la personne elle va mieux. Elle reconnaît qu'il y a quelque chose chez elle. Déjà, c'est moins pire que ceux qui ne reconnaissent pas du tout et qui, par exemple, sont que dans les conquêtes sexuelles. Bon. Et ensuite, toi, ce que tu as à faire, c'est ce que je dis toujours, essayer de la laisser mariner dans son jus, c'est-à-dire de la prendre à l'endroit où elle est, sans la juger, sans attendre plus, sans mettre de pression. S'il y a une attente, tu n'es pas parfait, tu n'es pas... Voilà, je ne te prends pas comme tu es. Alors là, ça rajoute toujours le rejet du départ. On ne peut pas t'aimer pour ce que tu es. Et donc là, et en général, même ce qui peut se passer, c'est que même sans manifester d'attente, la personne s'imagine qu'il y a une attente. Parce qu'elle se fait c'est tout à l'intérieur, c'est tout un film. Donc elle interprète la réalité. Donc toi, à part rester stable dans ton axe, la laisser faire ses allers-retours, je pense que ça c'est le mieux. Et d'être ouvert et disponible dans l'accueil quand elle reviendra, si elle revient. Si elle ne revient pas, ma foi, elle ne revient pas. C'est qu'elle ne peut pas faire mieux. Ce qu'elle n'a toujours pas compris, c'est à faire du clivage. Mais si elle revient, voilà, être dans l'ouverture. Mais pendant ce temps-là, ça veut dire quoi stable? Ça veut dire que vous avez de la ressource. Ça veut dire que vous ne misez pas tout sur la personne. Parce que si vous êtes j'attends tout de toi ou trop de toi, vous devenez fragile, quoi. Et vous ne pouvez pas ne pas mettre une pression sur qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce lien, c'est pas normal, tu devrais pas, je comprends pas, etc. Donc ça veut dire, ça demande une énorme stabilité pour la personne pour gérer à long terme ce type de relation. Donc ça veut dire que vous avez des ressources à l'extérieur. Vous n'avez pas que ça. Vous n'avez pas que cette personne sur qui compter, sinon vous êtes mal. Oui, et donc du coup, est-ce que j'aurais été en droit de me mettre en colère, vu tout ce qu'on avait vécu comme ça du jour au lendemain tu peux, si elle n'a perçu? pas fait, en général, c'est ce que je disais, la colère c'est l'émotion qui permet de circuler, soit elle a fait du chemin et elle est capable de t'entendre dans ta colère et donc de l'accueillir, soit à mon avis, très souvent ils ne peuvent pas eux, c'est qu'ils vont se rétracter en disant t'as faux, t'as tort, moi j'ai raison. À expérimenter, selon le degré d'évolution de la personne, où elle en est dans son chemin, si elle a bougé des choses à l'intérieur ou pas, soit ça va être possible qu'elle puisse accepter et discuter, et continuer de communiquer de ce qui se passe dans la relation, soit elle se rétracte. Parce que ce qui va les guérir aussi, c'est de pouvoir rester dans le lien. Dire, oser s'exprimer, oser dire ce qui se passe en eux, oser exprimer leurs émotions, oser exprimer leurs sentiments. Voilà. Et comme ils sont coupés, c'est ça qui est difficile pour eux. Ils vont avoir du mal à dévoiler l'intime. Et à nommer, c'est un problème aussi d'alphabétisation émotionnelle, c'est qu'ils ont du mal à nommer ce qu'ils ressentent et à l'exprimer à l'extérieur, puisqu'ils ont été rejetés quand ils faisaient ça enfant. Donc ils ont beaucoup de mal avec ça. Donc la communication n'est pas très fluide. C'est pas les meilleurs dans la communication relationnelle, en tout cas.
Même si toi tu l'es, c'est pas un champion de la communication. Alors par contre, si ces personnes-là se forment à la communication non violente, à plein de choses, aux émotions, tout ça, ça peut être aidant. Mais si c'est pas le cas, tu vas te retrouver un peu seul dans le bateau. Affaire à suivre. En tout cas, ils les ressentent vraiment ou pas? Alors, je sais pas si on t'entend, mais tu parlais des émotions. Oui. Est-ce qu'ils ressentent vraiment les émotions, ou est-ce que le fait d'être coupé, c'est pour justement éviter la souffrance et éviter de ressentir ces émotions, qu'elles soient positives d'ailleurs ou négatives? Bah, oui, les émotions sont plutôt coupées. Les deux profils sont quand même un peu différents, hein. Le romantique, lui, va laisser passer la chaleur, hein, la tendresse, l'attention. Alors tout ça, ça passe. Hein. La colère, non, ça passe pas. La tristesse, ça va passer, voilà. Mais la colère passera pas. Pour le profil sexuel, eux, ils vont affirmer la colère, et la puissance est affirmée dans la sexualité, les fantasmes, tout ça. Donc c'est une manière d'afficher ou de sentir la colère, mais à travers la sexualité, sous forme de puissance. Voilà. Mais ça passe pas réellement dans le verbal, hein, dans la communication. Donc effectivement, c'est surtout l'émotion de la colère qui est interdite. Les autres émotions peuvent être senties et partagées, hein, mais la colère, surtout, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré, mal géré avec la colère, en tout cas. Et c'est l'émotion qui devrait recirculer, normalement, pour que ça se passe bien. C'est justement ça qui permettrait de changer les données de base. Mais malheureusement, ils n'y ont pas toujours accès. Il y a beaucoup de ressemblances quand même avec les frileux. Dans la coupure, hein, ce qui va ressembler, c'est la coupure. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les frileux, eux, vont particulièrement remonter dans l'intellect et vont s'isoler. Ceux-là, ils vont s'isoler, mais par exemple, pour le profil sexuel, il va repartir dans la conquête. Ils vont chercher l'amour quand même, hein. Eux, ils vont chercher l'amour. Les frileux, des fois, ils ne cherchent même plus, hein. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même plus au sujet. On fait la différence. Bah, ici, c'est des personnes qui sont quand même... Alors, les traumatismes sont moins conséquents pour ce profil-là que le premier profil. Le premier profil, les frileux de l'amour, ils sont complètement déconnectés et ils vont toujours élaborer, intellectualiser, etc. en général. Et même la relation amoureuse peut être... Toute la sphère émotionnelle et sentimentale peut être mise de côté. En tout cas, ils y vont avec difficulté. Ici, ils y vont quand même, hein. Ils cherchent l'amour. Ils y vont, mais soit, ou en compartimentant. Mais ils ont des vies amoureuses quand même, ceux-là. Les frileux de l'amour, parfois, ils mettent carrément de côté, hein. Ils sont experts, chercheurs, tout ce qu'on veut, mais ils sont très à petite dose, ils donnent très peu. Eux, ils vont donner une partie. D'accord. Ah, la différence. Oui, je comprends. Ouais. Mais ils s'intéressent à la relation amoureuse. Oui. Même si c'est dysfonctionnel, ils s'intéressent. Les autres, ils ont vraiment tendance, sur le plan du comportement général, voire à s'extraire carrément de la relation amoureuse ou y aller par bribes. Voilà. Et ils vont facilement être plus à l'aise avec les animaux, avec je sais pas quoi, avec leurs bouquins, avec tout ce que tu veux, mais pas tellement avec les humains. Il y a vraiment un problème de la connexion au lien, quoi. La blessure de rejet. Ouais. Et les frileux, la blessure à la connexion, au lien même. Hein. C'est-à-dire, on est vraiment dans sentir la vie. Hein. C'est plus que le rejet. Hein. C'est vraiment, j'ai même pas été accueillie. Souvent, j'ai même pas été désirée, ou j'ai été négligée, ou maltraitée, etc. Enfin, bon, bref, il n'y a vraiment pas eu le contenant adéquat. Donc, je sais même pas que j'existe. Je me sens même pas en vie. Il faut que je remonte dans ma tête pour sentir la vie. Alors que ici, c'est plus tard les blessures. Donc c'est plus, je ne t'ai pas accueilli dans la totalité, je t'ai rejeté parce que tu ne faisais pas ce que je voulais. Tu ne méritais pas mon amour, tu faisais pas correct, tu faisais pas assez bien, tu n'avais pas de bonnes notes, je sais pas, tes frères et tes sœurs étaient plus brillants que toi à l'école, voilà. Une notion de jalousie dans la fratrie aussi. Ah oui, mais oui. Ah bah bien sûr, oui, c'est, je crois que je suis pas la bonne personne et je vais me faire rejeter si je suis ce que je suis. Donc je mérite pas l'amour, c'est ça. Et c'est souvent sur le scolaire ou la compétition avec d'autres enfants. Voilà, il se prend pour un vilain petit canard alors qu'il est un cygne. Mais il se prend pour un vilain petit canard qui n'a pas de valeur. Ça peut être une femme ou un homme. Hein.
Voilà, donc mais il va y avoir des symptômes récurrents du gèlement. On va retrouver la coupure. Et non seulement la coupure, mais ici la méconnaissance, la minimisation de mais non, moi je fais rien, moi c'est l'autre qui a un problème, moi je vais bien. Bah. Ils sont tellement dans la perfection aussi. Ah bah oui, bah complètement. Hein. Ah oui, ils sont super perfectionnistes. Hein, puis beau, esthétique, machin, tout ça. Ce qui n'est pas le cas des frileux. Les frileux de l'amour sont tellement déconnectés, souvent ils ne s'intéressent pas à leur look. La réussite sociale, eux, c'est dans voilà, ce qui les intéresse en termes de thèmes, enfin de thèmes qui les intéressent et qui les passionnent, mais ils ne sont pas plus dans le lien que ça. Et même pas dans le monde, dans la société, quoi. Ils cherchent pas à réussir, à briller comme ça. Ils réussissent tant mieux, mais c'est pas leur tasse de thé. Eux, ils veulent prouver leur valeur. Donc on n'est pas dans le même profil quand même. Il y a une question aussi. Oui, par rapport à ton intervention, moi j'ai l'impression que la prudence voudrait de ne pas montrer d'attente. C'est là. Oui. Et ça rejoint ce que je ressens souvent par rapport à ce que vous dites dans les vidéos. C'est pour ça il faut travailler sa complétude en fait. C'est ça. Il faut il faut pas agir sur la relation, il faut agir sur soi pour être complet et ne pas. Enfin. Trop attendre. Si on veut agir. La colère au début d'une relation, à mon sens, c'est une catastrophe. Bah pour eux particulièrement, hein. Je pense pas que ça va leur mettre la pression et ils vont se dire qu'est-ce qu'il me fait ça va me faire 3 pas en arrière. Hein. Il y a des chances que ça leur plaise pas parce que dès qu'il y a quelqu'un qui réclame, dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui réclame, voilà, qui demande, qui réclame, qui exige, ça leur fait faire 3 pas en arrière. Donc c'est la stratégie à avoir, pas d'attente. Oui, ou alors de communiquer, d'essayer de mettre de la communication quand ils reviennent un peu à eux-mêmes, qu'ils ne se sentent pas menacés, qu'ils ne sentent pas que l'autre est dangereux. Donc voilà. Il faut être assez fin pour savoir. Voilà. Et au début d'une relation, tout ça on ne sait pas. On ne sait pas, mais si vous le jugez, vous réclamez, c'est la meilleure manière pour qu'il fuit. Si vous essayez de mettre des mots en disant je vois bien que tu fais ça, que tu ne fais pas exprès, mais moi, moi je me sens ceci, cela, je me sens... je sais pas, rejeté, etc. C'est une attente qui s'exprime. Mais vous parlez de vous. Oui, c'est pas accusateur. C'est pas j'attends que tu fasses quelque chose de différent. C'est voilà, moi je me vis comme ça, mais je te demande rien, je n'exige rien de toi. Voilà moi ce que ça me fait. Il faut arrêter la discussion à ce stade. C'est ça. C'est important de prendre votre part et de ne pas faire une demande de changement sur l'autre. Donc ça veut dire que je prends la totale responsabilité de ce que je vis. Je ressens ça quand tu me fais ça, mais je ne te demande pas autre chose que ce que tu es. Voilà. Après, si tu reviens, c'est bien. Si tu ne reviens pas, je gère. Et effectivement, la meilleure manière, c'est de se gérer soi. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, tu comptes pour moi, t'es important, ça a l'air d'une belle histoire, mais ma foi, voilà, j'ai d'autres ressources et puis ça ira là où ça ira. Il y a une forme de stabilité. C'est pour ça que vous pouvez fonctionner que si vous êtes stable à l'intérieur de vous avec ce genre de personnes, sinon ça va être compliqué pour vous, vous allez être frustré, et au bout d'un moment, à force d'être frustré, soit ici, soit là, parce que là, il ne donne pas son cœur, donc c'est toujours un peu là, quoi, soit ici, parce que c'est beaucoup dans le cœur et dans le sexe, il y a de la frustration qui apparaît, parce que ce qui arrive souvent, c'est que lui s'interdit la colère, la rage et la haine. Vous allez la sentir, parce que vous allez vous sentir frustré. Donc la colère qu'il s'interdit, c'est vous qui allez la sentir à sa place. Voilà, c'est le contre-transfert ce truc-là. Et donc, comme c'est bizarre, et lui il est coupé de sa colère, mais vous la sentez beaucoup parce que vous êtes frustré de chez frustré. Et voilà, ça explique que ça ne circule pas. Donc le jour où vous en avez marre d'être frustré et vous pouvez quand même l'expliciter et que vous avez moins peur que ça menace le lien, voilà, mais ça veut dire que la relation est déjà un peu installée. C'est sûr que c'est au tout départ... Et c'est plus facile quand même avec les profils romantiques qu'avec les profils sexuels, parce que eux, dans le profil sexuel, c'est vrai que c'est vraiment pour lui compliqué d'ouvrir son cœur. Hein. C'est vraiment la croyance, c'est je peux pas me livrer. Hein. Je vais pas être aimé là, on va me rejeter. Hein, donc. En fait, vous relationnez avec un de chaque. Voilà. Tu fais 2 en 1, tu prends un romantique d'un côté, un sexuel de l'autre, et là c'est nickel. Non, plus de frustration, et là tout est parfait. Alors ça peut être une solution
pour certains, hein, de pouvoir s'offrir plusieurs personnes en un. Mais voilà. Ou alors, ça veut dire qu'ils peuvent, hein, tout le monde peut évoluer, tout le monde peut atténuer un peu, hein, mais ça veut dire que ces personnes-là prennent vraiment conscience que c'est le clivage qui génère cette angoisse et qui fait que, identitairement, ils ne peuvent pas livrer l'entièreté. Et tant qu'ils ne reconnaissent pas cette histoire de clivage, hein, ça ne peut pas marcher. Hein, que derrière cette identité d'avoir honte, de ne pas réussir, d'avoir honte d'être qui il est. Voilà. Donc, tant qu'ils ne remarquent pas ça, par exemple, moi j'ai eu un couple comme ça, ils viennent consulter parce qu'il a un problème d'impuissance. Au début, bonne sexualité, puis après, impuissance. Donc, bon, bizarre, tout ça, on voit ce qui se passe. Mais en fait, c'est un clivé, c'est un romantique. Donc, en fait, tout simplement, tant qu'il n'avait pas... il pouvait faire de la sexologie, faire ce qu'il veut, hein, prendre des médicaments, ça ne pouvait pas se régler tant qu'il n'avait pas compris cette histoire du clivage et qu'en fait, il ne pouvait pas donner plus. Et sa manière de faire payer, c'était de devenir impuissant. De payer contre cette espèce de violence contenue, hein, qui ne peut pas exprimer au niveau de la colère, etc. C'était de faire payer en devenant impuissant et en donnant pas grand-chose de lui finalement au niveau de la sexualité. Et vous avez pu débloquer la situation? Oui. Oui. En prenant conscience qu'il était dans le profil, hein, donc on voyait tout le profil, celui qui veut réussir, qui veut montrer une apparence, voilà, il avait tout le profil du soi parfait. Et donc il se jugeait sévèrement, etc. On voyait ce profil apparaître. Donc tant qu'il ne reconnaît pas ça et qu'il arrête de se mettre la pression aussi sur je veux être parfait, je veux être à la hauteur, etc., ça se détend aussi. C'est le fait d'avoir allégé cette pression que les choses sont revenues. Oui. Puis de reconnaître sa part de responsabilité, que c'était pas soit un problème que sexuel, soit... il y avait vraiment cette peur du rejet. C'est la peur du rejet qui est à l'origine du clivage. J'ai peur de ne pas être aimée si je donne tout de moi. Voilà. Et donc tant que c'est pas reconnu, ça agit. C'est dans le disque dur, ça agit. Donc on travaille ici sur l'identité de la personne, hein, la construction identitaire. Tant que ça c'est pas fait, ça peut pas se régler. C'est pas simple, hein, mais ça c'est vraiment un travail qu'on fait en thérapie par contre. Hein. Sinon, à un moment, vous avez dit une idée qui est bouleversante pour moi, c'est le désir s'émousse. Pour moi, j'étais persuadé que le désir s'émoussait. Je l'ai cru jusqu'à tout à l'heure, il y a 10 minutes, je n'y crois plus, mais je suis quand même pas persuadé. Il y a quand même, au début d'une histoire, il y a une passion. Il y a quand même un désir, une puissance du désir qui est quand même extraordinaire. Oui, c'est plus fort, mais elle peut perdurer. La croyance étant que c'est normal que ça s'émousse. C'est vraiment grand public. Ça s'émousse quand même. Ça s'émousse. Non, pas dans tous les couples. Non, c'est pas vrai. Sauf si on sait nourrir. C'est ça, oui. Il y a vraiment à cultiver ce feu de la passion. Si vous tombez sur des profils comme ça, évidemment, ça va chuter. Hein. Mais sinon, non, ça se cultive. Non, au contraire. Ce que je disais, c'est que plus il y a de l'intimité, dans le sens... de la transparence, dans le sens de l'authenticité, plus de la communication qui est fluide, plus on est capable de ne pas s'agripper à des contentieux et des choses comme ça, plus le feu sexuel continue, puisque ça refait circuler sans arrêt. Ce qui peut empêcher la sexualité d'être fluide, c'est justement les conflits. Tiens, je te fais payer, voilà. Tout ce qui est j'ai la migraine, je te fais payer, je t'en veux, mais je te le dis pas, et je dis une partie de moi, mais je dis pas tout, voilà. Donc le fait de pouvoir oser se dévoiler complètement et qu'on ne s'accroche pas, ça remet toujours du désir amoureux. C'est des strates aussi, des niveaux, parce que plus tu te connais, plus tu échanges et plus tu peux accéder. Au tout début, je dirais que tu es au rez-de-chaussée, et au fur et à mesure que tu te connais, tu accèdes à des niveaux qui sont de plus en plus intéressants, riches et nourrissants. Oui, je peux parler dedans. On disait qu'au début, c'est vrai qu'au début, on est très pris par le... C'est plus facile au début, puisqu'il y a la fusion, il y a la rencontre, il y a la conquête. Notamment, la conquête, on ne connaît pas, donc on est moins d'enjeux. Il y a surtout moins d'enjeux. C'est surtout cette histoire d'enjeux. Il n'y a pas d'enjeu dans le début de la relation. Donc après, dès qu'on met des enjeux amoureux,
de relations stables, il y a toutes les structures identitaires qui remontent à la surface. Donc tous les traumatismes de l'enfance se réactualisent. Mais tant qu'on n'y met pas d'enjeu, évidemment, c'est léger. Et hop, la fusion, on peut projeter tout et n'importe quoi sur l'autre. Puisque c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On projette quelqu'un d'idéal puisqu'on ne le connaît pas. Mais après, on projette moins. Donc voilà. Et c'est sûr que c'est plus simple au début. Mais néanmoins, hein, pour des couples qui savent faire circuler la communication, les nuages qui passent, etc., le désir n'est pas forcé de sombrer, parce que en général ce qu'on dit aussi c'est parce qu'il y a une espèce de confort, de train-train, de sécurité, la personne elle est acquise, voilà, donc il n'y a plus de désir. Mais il n'y a pas que ça qui est en jeu. On peut justement approfondir une relation, se connaître vraiment et avoir toujours le feu de la passion, quoi. Le feu de la libido. Hein. Les nuages qui passent, c'est... Les nuages, c'est les nuages qui passent, c'est les soucis, les tracages, t'en veux de ceci, les conflits. Voilà, mais c'est normal, il y a toujours des tensions dans le couple, hein, donc ce sont des nuages qui passent. C'est normal qu'il y ait des tensions, mais après, est-ce que j'en fais un contentieux ou pas? Est-ce que je lui fais payer ou pas? Et souvent, la sexualité est utilisée, je te fais payer. Hein, mais je te le fais pas payer par devant, je te le fais payer par derrière. Voilà, ça peut être aussi un marchandage comme ça, hein, des zones d'ombre qui ne sont pas vues. Mais non, il y a plein de manières d'activer le feu de la passion sexuelle dans un couple. Voilà. Après, il faut regarder dans le détail qu'est-ce qui fait que ça s'émousse. Hein. Il peut y avoir ces multifactoriels. Mais c'est sûr que sur ces profils-là, en tout cas le profil romantique, c'est sûr, ça va se jouer comme ça. Voilà. Donc ces personnes qui compartimentent comme ça, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y a des personnes publiques, hein, qui ont tendance à mener des vies compartimentées. Il y a la femme d'un côté, la maîtresse de l'autre, ou pour les femmes pareil, je suis bien proprette à l'intérieur et puis hop là, j'ai ma vie à l'extérieur, je suis une Amazone à l'extérieur et je suis une femme extraordinaire qui me dévoue à ma famille. Voilà, donc ça c'est quand même assez fréquent, hein, on voit ça apparaître quand même. Et c'est intéressant de s'interroger sur mais pourquoi la personne elle peut pas être complète, pourquoi elle peut pas être elle-même totalement, pourquoi elle est dans un espèce de masque de séparation, pourquoi elle fait ça? En fait elle fait ça parce qu'elle a, ce que je voudrais vous expliquer, tout tient sur je ne pense pas que je peux être aimée, je vais me faire rejeter si je suis totale. Et alors comment on explique que ça bascule romantique? Attends. Comment on explique à partir de la blessure comment quelqu'un va partir sur un profil romantique ou sexuel? Selon les éléments qui vont déterminer ça. Alors, c'est à l'opposé. Oui, celui-là c'est plus lui c'est plus je veux briller sur de mille feux, hein. On est plus dans la famille potentiellement, je pense qu'elle est plus branchée sur la réussite sociale, sur l'apparence, sur l'image, sur le look, etc. Ici, on met plus d'attention sur les liens du cœur, aimez-vous les uns les autres, voilà, quelque chose de l'ordre de la morale. Dans la vie, il faut s'aimer, il faut donner, il faut être aimant, voilà. Donc c'est des modèles familiaux où les valeurs nobles apparaissent plus de cet ordre de la réussite sociale, et ici plus, je sais pas, compétition, performance, sportif, etc. Et ici, on est plus dans faut donner de l'amour, voilà. Donc ça va peut-être donner, ça peut être des éléments potentiels. Après, selon qui elle va rencontrer, selon, il n'y a pas que la famille d'origine, hein, selon les personnes sur son chemin, selon si elle passe dans une éducation judéo-chrétienne, selon, et ben les valeurs vont se former aussi. Parce que dans le même nid, il peut y avoir deux. Dans le même nid, ah oui. Il peut y avoir deux oiseaux complètement différents. Ah oui, oui. Ouais, et puis n'oubliez pas que les profils romantiques peuvent avoir de la sexualité ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ils ne sont pas romantiques que romantiques. Ils peuvent être très intéressés par des conquêtes sexuelles non personnalisées par ailleurs, mais dans leur ménage, ils ne vont pas donner beaucoup, quoi. Voilà. Un peu. Ils vont se montrer tièdes. Hein, et les profils sexuels, ils peuvent par ailleurs avoir des confidents et des confidentes, des amis,
Mais la même personne ne peut pas à la fois être et l'amante et la confidente. C'est ça le truc. Pas tout en un. Ah non? Mais non. C'est ça le problème. C'est le problème du clivage. C'est où tu es quelqu'un qui me plaît physiquement et j'ai une sexualité épanouie avec toi, mais je ne vais pas pouvoir me confier. Tu es dangereuse et menaçante si je confie tout. Donc je peux avoir des confidents et des confidentes à côté. Mais là, c'est que de l'amitié. Mais je ne peux pas faire tout en un. C'est ça le problème. Mais il y a des fois, quand tu relationnes avec quelqu'un comme ça, moi je parle du romantique, il y a des moments dans la sexualité où tu n'es plus la madone et tu as l'impression d'être la putain. Oui. Et toi, la même personne, oui. dire, toi, le même ça peut, effectivement, mais oui. Mais ça, il ne le fait pas qu'avec toi, hein. Il le fait aussi avec d'autres. C'est-à-dire, comme c'est une sexualité qui est non personnalisée, effectivement, d'un coup, il peut jouer le côté fantasmatique, etc. Mais tu pourrais être n'importe qui d'autre, quoi. Oui, voilà. Mais oui. Mais c'est complètement déroutant, ça. Mais oui, parce que c'est où. Ouais. Donc, effectivement, ça peut donner ça. Oui. Oui, est-ce qu'il n'y a que les clivés de l'amour comme profil amoureux? Il y en a 5. Hein. Donc ça sera l'objet du livre qui va sortir aux fêtes de Noël. Donc j'avais donné les frileux de l'amour, ceux qui aiment trop. Là, c'est les clivés de l'amour. Il reste les planqués de l'amour. C'est les passifs agressifs, ceux-là. Et les dominants en amour. Les contrôlants ou les dominants. Il me manque 2 profils encore. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, soit vous le verrez à la vidéo, soit je donnerai donc 2 conférences encore sur les 2 autres profils amoureux manquants. Et je sortirai un livre là-dessus. Une fois qu'on a lu le livre. Donc, ce que je disais, c'est que quand on a les codes, ça nous permet de ne pas le prendre personnellement. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, on prend pour soi. Et donc, on est réactif. Et plus on est réactif, plus l'autre, il ne peut pas s'empêcher d'être réactif dans sa structure. Donc la relation, elle monte à son apogée et elle finit en drame. Alors que si on a les codes, on comprend mieux, on cerne mieux, on appréhende mieux, donc on est plus détendu, on lui en veut moins, etc. Il y a de l'empathie, il y a beaucoup plus d'empathie pour soi et pour l'autre. Ça allège un peu, ça règle pas tout, parce que des fois ça règle pas l'ensemble de la structure, mais au moins on en veut moins, on s'énerve moins. Et vous parlez de paroles bienveillantes. Oui. Alors, je parlais de paroles bienveillantes. Oui, c'est important, surtout pour ces profils-là, qui sont hypersensibles. Ce sont des hypersensibles et des hyperfragiles. Hein. S'il y a des traumas de l'enfance importants. Voilà, il faut les sécuriser. En tout cas, rester dans la bienveillance parce que eux se jugent bons ou mauvais. Donc, ils s'attendent à être rejetés. Donc, si vous les rejetez, ça vérifie. Hein. Donc, j'avais bien raison de croire que... Voilà. Je ne pouvais pas donner plus, quoi. Donc voilà, donc si vous les prenez à l'endroit avec empathie, où ils sont avec empathie, ça peut les détendre un peu. C'est comme ça qu'on peut avancer pas à pas avec eux. Hein. À mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ça nécessite une stabilité pour vous, d'être assez tranquille. Voilà. Merci pour votre question.